Le Mexique et la Corée du Sud débutent parfaitement leur mondial. La France débute ses premiers entraînements. Le Maroc perd déjà 2 joueurs avant son premier match contre le Brésil. On en parle, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit récap. On va essayer de mettre en place des petits récaps comme ça, alors soit journaliers, soit tous les 2-3 jours en fonction des news qui tombent et des rencontres pour cette Coupe du Monde 2026, cette Coupe du Monde nord-américaine de 2026, qui a débuté donc ce jeudi par le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Victoire du Mexique 2-0 et de cette nuit avec la victoire de la Corée du Sud contre la République tchèque. J'ai vu ce match en direct, vous n'avez rien raté si vous ne l'avez pas regardé et on va en parler tranquillement avec une vidéo un peu en 3 points, on va essayer de faire ça rapidos. On sait qu'on sait pas trop faire ça sur cette chaîne et d'être rapide, mais on va essayer tranquillement de mettre un peu de pulsation là, dans ce récap-là avec tout d'abord le récap des matchs. Voilà, il y a eu 2 matchs, donc ce groupe A qui a livré son premier verdict ce jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi. Puis après on parlera un petit peu de l'équipe de France, parce qu'il y a quelques petites news à droite à gauche comme ça c'est un peu ce qui nous concerne, l'équipe de France, et on finira par le programme. Quelques autres petites news concernant d'autres sélections et le programme des jours à venir. Voilà, vous pouvez nous suivre, liker, commenter cette vidéo, nous suivre sur les réseaux sociaux. On a publié des programmes aussi, des matchs sur TikTok, Instagram, tout ça. Vous pouvez venir, tous les liens en description. Vous pouvez nous écouter sur Spotify. Et on est parti donc pour ce petit récap. Voilà, tranquillement, avec tout d'abord ce match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Victoire mexicaine assez logique, 2-0, avec le 3e but le plus rapide de l'histoire des matchs d'ouverture à la Coupe du Monde, signé Quiñones à la 9e minute de jeu. Un match d'ouverture réussi par les Mexicains dans une magnifique ambiance du stade d'Azteca, du côté de Mexico City. Donc voilà, une belle ambiance. Si on pouvait mettre la Coupe du Monde uniquement au Mexique, ça nous arrangerait. On verra les ambiances canadiennes ce soir et américaines dans la nuit aussi, parce que les États-Unis jouent cette nuit. Mais en tout cas, magnifique ambiance du côté du stade Azteca. Victoire du Mexique, assez logique. On a eu en face une nation sud-africaine qui était pas vraiment là pour jouer au football, malheureusement, qui ont complètement raté leur match. Qui ont pris malheureusement 2 cartons rouges qui sont assez mérités. Voilà, c'était la disaster class de Sitole qui était fautif sur le premier but et qui a pris ce carton rouge par la suite sur cette action en annulation d'action de but. Je crois que... Alors attendez, tac, Sitole, il est là, on est sur quand même une disaster class, un carton rouge, une erreur qui coûte un but. 3 fautes commises et 0 sur 6 au duel gagné, donc ça a été assez compliqué pour lui ces 50 premières minutes pour le joueur sud-africain, mais globalement l'Afrique du Sud n'a pas été remuante dans ce match-là. 40% de possession de balle, 0,07 expected goals, 16 tirs à 3, domination outrageuse de la part du Mexique. Voilà, je ne sais pas si l'Afrique du Sud était gênée par l'altitude, était sous pression avant ce premier match-là, mais ils sont déjà en difficulté, les Sudaf, les Bafana, parce que malheureusement, ça va être très très compliqué pour eux pour sortir de cette poule avec cette défaite, ces 2 cartons rouges. On rappelle aussi la règle des cartons jaunes, parce qu'ils ont pris quand même 2 cartons jaunes aussi dans cette rencontre. Si au bout de 2 cartons jaunes, vous êtes suspendu automatiquement pour le match suivant. Donc ça va être aussi compliqué. Le Mexique a pris son carton jaune, Montes, qui avait récupéré le brassard de capitaine. Je peux comprendre parce qu'il y a annulation d'action de but, même si le contrôle du joueur sudaf partait un peu sur l'extérieur, mais oui, il part vers le but, donc forcément, sur une des rares incursions, ça a été rouge sanctionné. Je crois que c'est le premier match de l'histoire, attendez, j'ai la stat, sur les cartons rouges. Ici, voilà, c'est le premier match de la Coupe du Monde 2026. Il y a déjà eu 3 cartons rouges, à savoir qu'en 2022, il n'y en avait eu que 4 sur les 64 matchs de la Coupe du Monde au Qatar. Et c'est la première fois qu'une équipe reçoit 2 cartons rouges dans le même match depuis ce fameux Portugal-Pays-Bas de 2006. Hein, ce match de catch, hein, plus que match de foot, on s'en souvient. Ce Portugal-Pays-Bas, c'était assez exceptionnel. On aura l'occasion de reparler de la Coupe du Monde 2006, parce qu'on a une petite anecdote dessus. Parce qu'on a vu et on a aperçu pendant ce match-là Gilberto Mora, le joueur... Le petit jeune mexicain, la future pépite du football mexicain de seulement 17 ans, 6e joueur le plus jeune à disputer la Coupe du Monde, plus jeune joueur mexicain sélectionné, plus jeune joueur buteur du championnat mexicain. On a fait une petite vidéo TikTok dessus pour vous le présenter, vous pouvez aller la voir, c'est en YouTube Short également. Voilà, vous le voyez, Gilberto Mora, qui est donc le premier joueur né après 2006 à disputer une Coupe du Monde, c'est-à-dire que c'est le premier homme à disputer une Coupe du Monde sans avoir vu Zidane en direct. C'est pour vous dire à quel point maintenant on est vieux. Mais voilà, il a fait une entrée plutôt correcte.
à l'image du deuxième but où il y a quand même 9 des 10 joueurs de champ mexicains qui ont touché le ballon sur une phase de 34 secondes de possession de balle qui amène au but de Raúl Jiménez. Ce magnifique centre, caviar déposé sur la tête de Raúl Jiménez, le futur attaquant de Wolverhampton qui va revenir du côté de Wolverhampton pour les aider dans le Championship, à claquer. Et pour Gilberto Moura, il s'est illustré sur le premier carton rouge sud-africain, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette action avec cette talonnade qui va amener derrière à une passe en profondeur pour le joueur mexicain qui se fera faucher par Citolé, et ça sera rouge pour l'Afrique du Sud. Donc plutôt bonne entame pour les Mexicains qui prennent l'avantage à domicile dans ce groupe-là. Dans l'autre match de ce groupe A, c'était la Corée du Sud contre la République tchèque, match dans la nuit à 4h du matin. Si vous l'avez pas vu en direct, vous n'avez rien raté, je vous rassure, puisque c'était un match pas très passionnant. J'ai juste oublié un truc sur le Mexicain. J'ai juste un point, c'est Raúl Rangel qui m'a pas paru. Je reviens au Mexique parce que le dernier point j'avais noté et je voulais revenir dessus. Raúl Rangel m'a pas paru hyper serein, le gardien du Mexique, donc à suivre ça dans les prochaines journées parce qu'il n'a pas été mis à profit énormément de fois. Mais dans les peu de trucs qu'il a eu à faire, je l'ai pas trouvé très rassurant sur ses prises de balles, etc. Bref, on referme la page Mexique. Et on va s'attarder sur ce Corée du Sud, République tchèque, avec donc, je le disais, un match, une première mi-temps très très compliquée. La République tchèque, j'ai pas l'impression qu'ils étaient venus jouer au foot sur ce match-là. Ils ont été très décevants, les Tchèques, très peu entreprenants. Et cette Corée du Sud, mine de rien, je vais retrouver les statistiques, voilà, on va les prendre. 62% de possession pour la Corée du Sud, 2,30 XG à 0,83, 15 tirs à 7, et une première mi-temps outrageusement dominée par les Sud-Coréens, seulement 2 tirs pour la Tchéquie sur cette première période, 0 cadré. Gros manque de réalisme et de réussite pour la Corée du Sud qui aurait pu tuer le match en réalité dès le départ de la rencontre, à l'image de Hugminson qui a été très très peu en réussite sur ce match-là. Il est sorti au bout de 70 minutes de jeu, mais il a tenté 6 frappes, il en a cadré qu'une seule, et clairement il a manqué de réalisme, Hugminson, et il aurait pu à lui seul tuer le match dès la fin de la première mi-temps. Et du coup, résultat, la Corée du Sud s'est fait peur puisque c'est la République tchèque qui va ouvrir le score sur une touche. Donc c'est pour vous dire à quel point ils n'étaient pas vraiment venus là pour jouer au football, mais il faut bien marquer des buts sur toute situation, et ils l'ont fait à l'heure de jeu. Et finalement, derrière, ça a été renversé par ce magnifique but de Wang, avec plein de sang-froid et de justesse pour le coup, où il va faire ce crochet pour effacer le défenseur et Kovar le gardien, mettre ce ballon piqué parfaitement ajusté pour que ça finisse au fond des filets. Donc magnifique but de Wang. Gros match de Kang In-lee qui, on le voit peut-être déjà, est déjà indispensable à cette équipe sud-coréenne, à la création offensive pour amener du danger. C'est peut-être lui le meilleur, on va dire, sud-coréen sur le match, avec le gardien aussi Kim Gyu-sung, je sais très mal prononcer mon sud-coréen, je suis désolé, le gardien du FC Tokyo, qui a été mis à profit sur les 15 dernières minutes et qui a été très très bon, très rassurant pour le coup lui, sur cette fin de match, et qui a permis à la Corée du Sud de tenir son score. Victoire donc des Sud-Coréens qui prennent le meilleur. C'est mérité sur ce match du côté de Guadalajara. Voilà, encore un accent espagnol dégueulasse. Mais voilà, globalement, c'était sympa. Le seul gros bémol, c'est ces postes fraîcheurs. Là, il faisait 22 degrés du côté du Mexique. Il était obligé de foutre une pause fraîcheur pour la pub. Et je vais pas vous mentir que nous, Européens, à 4h du matin, bouffer une pub au bout de 25 minutes de jeu sur une première mi-temps qui était horrible, ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Donc, bon, on verra ça. Et ça a permis également, je fais la petite transition vers les news parce qu'on a fini de parler de ce match et je pense qu'on a tout dit sur ce groupe A, la Corée du Sud et le Mexique qui méritent leur victoire. Ça a permis à Miroslav Kubek, donc le coach de la Tchéquie, de battre le record du sélectionneur le plus âgé dans une Coupe du Monde, qui a été lui-même battu par Hugo Bross 2 heures auparavant, puisqu'il a âgé de 74 ans et 2 mois, je crois, Hugo Bross. Qui lui-même avait battu le record de Otto Rehagel, l'ancien sélectionneur de la Grèce lors du Mondial 2010, qui avait 72 ans et 10 mois à l'époque. Mais ces deux hommes, donc Miroslav Kubek et Hugo Bross, qui ont double battu le record du sélectionneur le plus âgé sur un banc de Coupe du Monde, seront battus par Dick Advocat, le sélectionneur de Curaçao, qui aura 78 ans pour sa 3e Coupe du Monde, après celle de 94 avec les Pays-Bas, celle de 2006 avec la Corée du Sud. Va donc disputer son 3e mondial, cette fois-ci avec Curaçao. Ça sera l'Allemagne d'entrée pour la plus petite nation à disputer une Coupe du Monde. Voilà. Pour les petites news, on va passer à l'équipe de France, parce que c'est ce qui nous intéresse également, c'est les petites news côté équipe de France. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose, l'équipe de France est arrivée
dont son camp d'entraînement du côté de Boston. Première séance d'entraînement hier pour les Bleus sous 32 degrés à l'ombre, donc c'est la grosse chaleur, c'est un peu ce qui était l'élément principal prépondérant de cette séance d'entraînement, sans Adrien Rabiot, sans William Saliba qui ont été ménagés, mais le journal de l'équipe précise qu'il n'y a pas eu d'inquiétude de la part du staff tricolore. Donc voilà, ils n'ont pas été là, ils ont été ménagés, mais grosse séance sous la chaleur, 32 degrés à l'ombre, à savoir qu'ils sont entraînés sur un terrain de baseball, voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Et que cette chaleur-là, mine de rien, il va falloir faire avec parce que l'équipe de France sera la deuxième équipe qui sera soumise le plus à la chaleur sur cette phase de groupe derrière la Tunisie et que le premier match contre le Sénégal ce mardi 16 juin sera à 15h heure locale à New York. Donc en pleine chaleur, en pleine après-midi, en plein cagnard. On verra s'il fera moins chaud du côté de New York ce mardi. Ça sera 21h heure française, donc ça pour nous c'est nickel. Mais voilà, pour les Bleus, première séance d'entraînement tranquille. Il y a juste certains joueurs qui doivent négocier des contrats avec leur club également. Ça sera un peu la double gestion pendant cette Coupe du Monde, à l'image d'un Ibrahima Konaté. Alors selon plusieurs médias, sources espagnoles, anglaises et françaises, c'est signé au Real Madrid pour l'ancien joueur de Liverpool. Donc normalement pour Konaté, la situation est réglée. Mais on a la situation de Malo Gusto qui pourrait quitter Chelsea. On a la situation de Manu Koné qui pourrait quitter la Roma. Également, ça c'est dans les tuyaux. Il y a l'Inter qui s'est positionné également. Vous avez la position de Bradley Barcola, lequel le PSG pourrait ouvrir la porte à un départ pour l'ailier, l'ancien ailier de l'Olympique Lyonnais. Donc il y aura aussi ce dossier à gérer. Marcus Thuram pourrait quitter l'Inter Milan cet été, lui qui est en fin de contrat dans 2 ans. Il y a une question de son avenir qui est posée. Et Barnes Akiliouche notamment, c'est les principaux non soumis à un départ de leur club cet été du côté de l'équipe de France. Lui va quitter Monaco. Alors du côté de Monaco, j'ai l'impression qu'on attend vraiment la Coupe du Monde et que le mercato va se déclencher très tard parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont au Mondial, qui sont soumis à un départ parce que Monaco doit vendre. Folarin Balogun avec les États-Unis, Lamine Camara avec le Sénégal, Marnes Akiliouche avec l'équipe de France sont les 3 noms qui devraient quitter le Rocher cet été. Et donc forcément, ça va jouer. Mais voilà, il y a quelques joueurs qui sont soumis à ça aussi, donc il va falloir c'est une double gestion tranquillement. Mais du côté de l'équipe de France, on se prépare ce mardi pour le premier match contre le Sénégal. Voilà. Pour les petites news. Dernière petite news, c'est le Maroc. Hop, j'ai perdu mon affiche Maroc, donc on va les retrouver tranquillement. On va le taper ça. Le Maroc, donc, qui va devoir faire sans Naïef Aguerd et Abdé Ezazouli, qui sont forfaits de dernière minute, malheureusement, pour les Marocains. Ça fait 2 gros absents, parce que Ezazouli était l'un des éléments prépondérants de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Naïef Aguerd était le patron de la défense centrale marocaine. Malheureusement, sa pubalgie fait qu'il a forcé, depuis le mois d'octobre, expliqué le journal de l'équipe, pour jouer avec l'Olympique de Marseille, notamment en Ligue des Champions, puis pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, et ça se comprend totalement pour Naïef Aguerd. Ils ont été remplacés donc par Amin Sbahi et Marwan Saadan, donc le joueur d'Al-Fateh, et Amin Sbahi, le joueur du SCO d'Angers offensivement, qui a fait une bonne saison avec Angers, même s'il n'a pas staté, s'il n'a pas les statistiques, voilà, c'est seulement entre guillemets 3 buts en 25 rencontres, mais il a amené du danger, il a amené de la percussion, à voir le rôle qu'il aura dans cette équipe marocaine, à voir aussi, il ne compte que 2 sélections, il était sélectionné au dernier rassemblement, et c'est tout nouveau pour lui cette sélection. Voilà, le Maroc va devoir reconstituer avec ça, le Maroc va devoir également constituer avec un Noussair Mazraoui qui ne semble pas à 100%, qui est encore un peu blessé, donc on va voir comment ça va évoluer dans les prochains jours. Et tu as directement le Brésil d'entrée. Je suis curieux de voir la composition de la ligne de 4 défensive marocaine, c'est plus là où va se poser la question. Mais voilà, pour ce Maroc, ça fait 2 gros coups durs quand même, et ça sera à voir. Avant d'aborder le programme des prochaines journées et de conclure cette petite vidéo qui, je l'espère, dépassera pas les 15 minutes, c'est les critères de départage. Voilà, peut-être que vous posez la question, savoir, écoute, quand 2 équipes sont à égalité, comment ça se passe pour déterminer le classement des meilleurs 3e également. Et tout d'abord, pour départager les équipes à égalité en phase de groupe, si 2 équipes terminent à égalité de points, ça sera d'abord, des fois on pense que c'est la différence de but qui prime, non. Ça sera le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres directes. Donc ça sera la confrontation directe qui compte. Et mettons l'équipe de France termine à égalité avec le Sénégal, on regarde le résultat de France-Sénégal, et celui qui a gagné ce match-là, s'il y a un vainqueur, finira devant l'autre. S'il y a eu égalité pendant ce match-là, on passe au 2e critère, là c'est la différence des buts dans les rencontres directes. Voilà, c'est un peu comme les points de terrain au rugby. Cette fois-ci on regarde, il y a eu, ils sont à égalité dans la rencontre directe, on regarde la différence de buts dans ces matchs-là. Pour moi, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Ensuite, on regarde le nombre de buts inscrits dans la rencontre directe. Voilà, donc c'est que des rencontres directes entre les équipes pour départager. Et en 4e critère, si les 2 équipes sont toujours à égalité,
Il y a la meilleure différence de but générale qui rentre en compte, le plus grand nombre de buts marqués ensuite, le fair play. C'est un classement de points qui est donné. Si vous prenez un carton jaune, vous prenez 1 point. Si vous prenez un deuxième carton jaune ou un rouge direct, vous prenez 3 points. Ou un rouge indirect, pardon, vous prenez 3 points, donc c'est-à-dire deuxième jaune rouge. Et si vous prenez un carton rouge direct, c'est 4 points. Et en fait, celui qui a le moins de points, celui qui a le plus de points, pardon, sera derrière au classement du fair play. Et donc le fair play rentrera en compte à la fin, le 8e et dernier critère. Là, pour arriver au 8e critère, il faut vraiment que les mecs soient à égalité parfaite en termes de buts marqués, de confrontation directe, de points, de différence de but, de classement fair play. Ce sera le classement FIFA qui sera vecteur de ça. Donc la France, pour le coup, pour parler de l'équipe de France, sera avantagée puisqu'elle est tout en haut du classement FIFA. Voilà, vous avez le classement. Et pour déterminer les meilleurs troisièmes, eh bien, vous avez le nombre de buts marqués à l'issue de la phase de groupe. Si ces meilleurs troisièmes sont à égalité de points, vous avez la meilleure différence de buts à l'issue de la phase de groupe. Et ensuite, vous avez le plus grand nombre de buts inscrits à l'issue de la phase de groupe. Voilà. Ensuite, vous avez le classement fair play qui rentre en compte sur le même principe de ce classement. 1 point pour un carton jaune pris, 3 points pour un double carton jaune entraînant une expulsion, 4 points pour un rouge direct et 5 points pour un avertissement suivi d'une expulsion directe. Voilà. Et s'il y a égalité au bout de ces 4 critères-là, ce sera à nouveau le classement FIFA qui tranchera. On rappelle que 8 des 12 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16e de finale. Il y aura 32 équipes en 8e de finale, soit autant que d'équipes présentes au Mondial 2018, je crois, ou même 2022. C'est pour vous dire à quel point il y a beaucoup plus d'équipes maintenant. Voilà pour cette petite vidéo, voilà pour les critères. Si vous n'avez pas compris, vous avez les articles l'équipe que je vous mets, que je vous affiche. Je vais arriver à parler français un jour, c'est compliqué. Voilà pour ce petit classement et voilà pour ce petit récap d'une quinzaine de minutes. Voilà, on a tout dit, vous pouvez vous abonner, liker, mettre vos avis en commentaire, suggérer des petites améliorations pour ces petits récaps. On va essayer de se faire ça soit de manière journalière, soit de manière hebdomadaire, pardon. Je passe juste au programme, parce que c'est quand même le dernier point à aborder, le programme de la semaine. Ce vendredi à 21h, vous avez un Canada-Bosnie-Herzégovine pour lancer ce groupe B et du côté de Toronto. Donc ça y est, la Coupe du Monde commence du côté du Canada. Vous avez un États-Unis-Paraguay cette nuit, dans la nuit de vendredi à samedi à 3h du matin du côté de Los Angeles. Les États-Unis qui lancent leur mondial contre le Paraguay. Je rappelle qu'on a fait une grande preview de la Coupe du Monde qui est à retrouver sur la chaîne. Vous avez une playlist Coupe du Monde où vous avez toutes les vidéos qu'on fait et qu'on va faire pour les retrouver. Qatar-Suisse, ça sera le samedi 13 juin à 21h du côté de San Francisco, le coup d'envoi du mondial de la Nati ce samedi. Ce dimanche, donc dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit, le Brésil défie le Maroc dans ce premier gros choc de cette phase de groupe de Coupe du Monde 2026 du côté de New York. Dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin à Boston, Haïti, l'un des petits poussés de cette Coupe du Monde, défie l'Écosse, qui pourrait peut-être l'une des surprises de ce groupe-là. On rappelle qu'ils sont avec le Brésil et le Maroc, ces deux autres nations. Le dimanche 14 juin à 6h du matin du côté de Vancouver, l'Australie débute son mondial face à la Turquie. Voilà, pour ceux qui veulent suivre ça à 6h du matin. Le 14 juin, également dimanche, à partir de 19h du côté de Houston au Texas, l'Allemagne défie Curaçao. Voilà, le petit poussé de cette Coupe du Monde face à la Nationalmannschaft. Pays-Bas-Japon, donc, c'est le dimanche 14 juin à 22h du côté d'Arlington. Voilà, donc c'est pour le dernier match de cette semaine-là. Vous aurez le programme de le reste de la semaine, en temps et en heure. Vous pouvez les retrouver directement sur Instagram, sur TikTok, on les a publiés également, c'est sous forme de petits visuels pour ceux qui sont en podcast et qui ne peuvent pas les voir. Voilà, on a essayé de faire ça proprement, n'hésitez pas également à nous suivre sur ces réseaux-là. Voilà pour ce premier récap qui a duré 18 minutes, 19 minutes, bon, 20 minutes. Voilà, vous avez un petit truc de 20 minutes, ça sortira vers midi. On espère que ça vous plaît. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, pardon, liker cette vidéo, vous connaissez la recette. Nous suivre sur les réseaux sociaux. Ne pas hésiter à voir le reste des vidéos. Il y a du top 14 également pour les aficionados de rugby. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne Coupe du Monde, un très bon week-end de rugby, un très bon ce que vous voulez, une très bonne semaine également. On se retrouve très prochainement. Ciao tout le monde.